Cette histoire commence par le triomphe de l'ouvrier américain. And now behold labor's triumph, the smooth, glistening body of machine, the song of victory. Here is no straining of human flesh. The spirit of steel, the joyous chant of motion, the exultant twirling of spinning wheels, the thunder of untiring pistons. It is the song of the dynamo. It is the song that labor sings in tribute to science and invention. Ce siècle voit en effet une révolution dans l'organisation du travail et les techniques de fabrication. La chaîne s'impose. La production de masse est rendue possible, et avec elle des économies d'échelle, des profits, des salaires plus élevés. La société de consommation est sur les rails. Cette révolution, conçue par les pionniers de l'industrie automobile, transformera la vie de millions de gens. Peu de changements technologiques ont eu des conséquences aussi inattendues. Avec la richesse vient l'aliénation au travail. Avec la production à la chaîne, des tensions sociales plus intenses. Au début du XXe siècle, la révolution industrielle a déjà un demi-siècle d'élan. L'aristocratie ouvrière, celle du fer et de l'acier, est à la fois la plus considérée et la mieux rétribuée. Ces travailleurs, chaudronniers, ajusteurs ou tourneurs, associent force physique, endurance et savoir-faire qu'ils ont mis des années à acquérir. Avec le passage de l'âge de la vapeur à l'ère de l'électricité puis à l'ère du pétrole, le travail industriel change radicalement de nature. Des machines de plus en plus précises exigent pour les fabriquer des ouvriers de plus en plus qualifiés. Ceux-ci travaillent à leur rythme et font valoir leurs droits grâce à des syndicats de plus en plus puissants. Ce système va être bouleversé par la révolution automobile. Au début de ce siècle, des milliers d'ouvriers spécialisés travaillent pour les nombreuses entreprises qui se disputent le marché. En Angleterre, la Vulcan Motor Company fait réaliser un film publicitaire qui montre la façon dont les ouvriers assemblent les automobiles à la main, pièce après pièce. Charles Hill débute dans l'entreprise à 11 ans comme apprenti. Tout le monde avait l'air affairé. Mais ce n'est que lorsqu'on s'y mettait soi-même qu'on se rendait compte que chaque homme est un spécialiste dans son travail. Il y avait des gens qualifiés dans mon usine. Ils y passaient leur vie. C'étaient tous de bons artisans dans leur domaine. À l'atelier de carrosserie, on utilisait du bois pour faire les matrices des pièces de moteur. Les tôliers modelaient les éléments de carrosserie. C'était fait au marteau, les arrondis et les angles. Tout était fait au marteau aplané. Ce qui distingue l'ouvrier professionnel du manœuvre, c'est son tour de main. Ici, personne n'utilise les premières machines-outils et le temps de fabrication s'étend sur plusieurs semaines, d'où la légitime fierté des ouvriers.
Quand on descendait au centre-ville, on voyait ces voitures sur lesquelles on avait travaillé. On voyait des gens les conduire. Les voitures, c'était nouveau à l'époque. On en était fiers. L'automobile de la Belle Époque, c'est une sorte de carrosse montée sur caoutchouc depuis l'invention géniale du pneu à bande par Michelin. Mais il ne sort que quelques dizaines de milliers de voitures par an. Un véritable abîme sépare ceux qui fabriquent les voitures et ceux qui les achètent. Mais ce temps où l'automobile est un luxe pour une minorité de privilégiés touche à son terme. C'est d'Amérique que vient le pas décisif, une révolution dans la conception et dans l'exécution. En 1908, Henry Ford a l'intuition qui bouleversera l'industrie. Il imagine l'automobile la plus simple à produire, la plus rustique, celle qu'aura envie d'acheter l'Amérique profonde, la fabuleuse Ford T. La transposition au XXe siècle du chariot bâché des pionniers de la marche vers l'Ouest. Objectif de Ford, mettre le modèle T à la portée de toutes les bourses. Pour cela, il faut changer radicalement le mode de production, donc la façon dont les ouvriers travaillent. Alors qu'il entreprend la réorganisation de son usine, Ford découvre les idées de l'ingénieur Frederick Taylor. Celui-ci est obsédé par l'amélioration du rendement des machines et des ouvriers. Il y consacre sa vie. Il n'est pas le seul. D'autres en Europe mènent des recherches voisines. Ainsi en France, Bedeau et Fayolle proposent des solutions comparables. Taylor commence par décomposer les mouvements de l'ouvrier avant de chronométrer chaque opération qu'il effectue. Pour vérifier le bien fondé de ses théories, il réorganise complètement le travail de Schmidt, un ouvrier métallurgiste. Jusque-là, Schmidt transportait 12 tonnes de fonte en une journée. Après les recommandations de Taylor, sa performance passe à 47 tonnes quotidiennes. Taylor s'intéresse également au travail de bureau et ses conseils aident les dactylos les plus rapides à améliorer encore leur vitesse. Margaret Owen établit ainsi le nouveau record du monde avec plus de 150 mots à la minute. Pourtant, l'essentiel du mérite en revient à Taylor. Chez Ford, le Taylorisme introduit la division des tâches élémentaires et répétitives. On n'a plus besoin d'ouvriers spécialisés formés par des années d'apprentissage. N'importe qui peut apprendre un métier du jour au lendemain. Plus besoin non plus de carrossiers qui construisent le châssis dans son intégralité. La fabrication de chaque châssis est démultipliée en une centaine d'opérations accomplies par autant d'ouvriers sur des machines différentes. Tout va déjà bien plus vite, mais l'usine ne produit que 200 voitures par jour. La transformation la plus révolutionnaire est encore à venir. Ce n'est plus l'ouvrier qui se déplace, mais les éléments de la voiture qui sont amenés jusqu'à lui. L'homme se tient maintenant à un point fixe et répète indéfiniment le même geste. La chaîne est née. Par une succession d'opérations élémentaires, effectuées à une vitesse constante, la voiture sort, montée de toutes pièces. And at that very moment, as the workmen began to fasten the parts onto the slowly moving car, the assembly line was born. Les pièces détachées sont amenées par un réseau de convoyeurs à bande jusqu'à leur destination exacte dans la chaîne. Les chaînes s'étendaient sur toute la longueur du bâtiment. Elles transportaient les pièces. Au lieu de les porter à la main, les transporteurs motorisés les apportaient sur la chaîne. C'était merveilleux de voir ça en mouvement.
Ce n'était pas un seul cerveau, mais de nombreux cerveaux qui travaillaient ensemble. Les ouvriers ne sont plus que les rouages d'une gigantesque machine. Le système s'impose à eux autant pour les cadences que pour les rémunérations. Ils doivent s'adapter au rythme constant de la chaîne. Toute l'usine travaille désormais à la même vitesse. Impossible de ralentir et à plus forte raison de s'arrêter. Arthur Herbeau fait partie des 4000 employés de Renault. Je suis rentré chez Renault. Tout de suite, on m'a mis sur la chaîne. On enfilait les bleus, il y a un chef d'équipe qui est venu, il m'a dit « Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu as fait? Ah, ça et ça. Bon, bah, tiens, la boîte à outils, on va te faire voir, c'est comme ça que ça se monte. » Il fallait suivre, il fallait faire vite. Parce que si on ne remplissait pas notre tâche comme le programme avait été fait, on ne nous gardait pas, hein. On était débauchés, quoi. Ou ils nous cherchaient un autre poste ailleurs. Le travail à la chaîne, ce n'est pas du travail intéressant. Ce n'est pas un travail qui motive le gars. Hein. On ne peut pas le motiver s'il toujours faire la même chose. Il devient une mécanique. Obligé de suivre la mécanique d'abord. C'est le rendement. Et ça a été pire quand ils ont... Enfin, pire d'une certaine façon, quand le système Taylor a été... Parce que il y avait un bureau d'études qui étudiait les mouvements à faire. On fait des gestes inutiles, des gestes qu'on peut se passer. Par exemple, vous prenez une pièce, là, dans un bac, si c'est des petites pièces. Vous prenez la pièce. Ben, le bac, pourquoi il est là? Pourquoi il n'est pas là? Il y a pas loin. Mais si vous faites un pas, à chaque fois que vous faites un pas, vous faites un surcroît de fatigue et aussi de perte de temps. C'est ça le système Taylor qui nous a appris. Étudier les gestes et pas faire les mouvements inutiles. Également, d'abord pour l'homme, mais c'est surtout pour l'entreprise aussi. Hein. Beaucoup ne tiennent pas la cadence. Un ouvrier sur deux reste moins d'1 an dans ces entreprises. Les constructeurs ne s'en soucient guère, notamment Ford, car les remplaçants ne manquent pas, attirés par des salaires sensiblement plus élevés que dans les autres branches. Le temps de fabrication par voiture est tombé à 1h30. Ford affiche des bénéfices records. Il peut donc se permettre d'augmenter les salaires. Lorsqu'il annonce qu'il double la rémunération, la portant au niveau inouï de 5 $ par jour, l'usine est assiégée par les candidats. Red Cole avait à peine 18 ans lors de ses débuts chez Ford. Ce qui m'a surtout marqué avec M. Ford, c'est qu'il a été le premier à payer 5 $ par jour. Pour moi, M. Ford était comme un dieu. Comme un dieu parce qu'il contrôlait des milliers et des milliers de personnes. Il organisait les gens, les chaînes, les allées et venues, et les équipes. 3 équipes, 8 heures par équipe, matinée, après-midi et soirée. Et pour moi, c'était de l'horlogerie. J'étais très fier d'en faire partie. J'adorais ça. En 1920, Détroit est en plein essor. Sa population a quadruplé en une génération. Les autres constructeurs automobiles reprennent la méthode Ford. Production en série, coûts de production réduits, salaires élevés. Ford décide de construire une nouvelle usine, celle de ses rêves. Ce sera la plus grande du monde, avec 80 000 personnes. À Rivière-Rouge, des milliers de tonnes de charbon, de fer, de sable entrent d'un côté, tandis que 2500 modèles T sortent par l'autre chaque jour. J'étais perdu, complètement perdu. C'était tellement grand, tellement bruyant. Où on devait mettre ses habits, où manger son repas, où mettre sa gamelle. On ne savait pas. Et on avait peur de se déplacer.
On voyait des gars qui faisaient une chose, d'autres une autre chose, avec toutes ces machines. C'était incroyable de voir ça, incroyable. Le secret du succès de Ford, c'est l'afflux ininterrompu de main-d'œuvre arrivant à Détroit. Les termes du contrat sont clairs, l'ouvrier travaille vite, il obéit aux ordres, il est bien payé. Plus de 70% des ouvriers sont des immigrants de fraîche date, italiens, grecs, polonais, allemands. Ford ouvre à leur intention des écoles de langue anglaise. Mais dans le même temps, il n'hésite pas à jouer habilement des rivalités qui opposent les uns aux autres, avec un seul objectif, maintenir la cadence. Il disait, négro, si tu veux pas produire, on a des types qui le feront à ta place. Puis, il allait voir les Blancs qui arrivaient du Sud. Si vous autres, pecnos, fournissez pas, on a des Rital, on a des négros qui feront l'affaire. Alors faites gaffe. Une milice privée est chargée de maintenir la discipline. Quiconque essaie d'implanter un syndicat est immédiatement licencié. Ford appointe des espions dans tous les ateliers pour repérer les agitateurs. Ford ne manque pas de faire valoir aux ouvriers les avantages matériels que leur situation leur procure. Le personnel est d'ailleurs vivement encouragé à épargner pour acquérir sa propre Ford T. On avait de l'argent, on pouvait se payer ceci et encore cela, et même une voiture neuve. En 1924, le 10 millionième modèle T sort de la chaîne. À grand renfort de publicité, Ford fait parcourir à sa fameuse voiture les États-Unis d'une côte à l'autre et du nord au sud. C'est tout un pays qui célèbre la révolution de la chaîne. Le Français André Citroën est le premier en Europe à comprendre et adapter les procédés américains. Il entend atteindre le plus grand nombre grâce à ses voitures à bas prix, à la publicité et à la standardisation des pièces de rechange. Il n'hésite pas à associer le symbole de sa marque, les chevrons, au symbole de Paris. Pour écouler les 500 voitures fabriquées chaque jour, il faut exporter en Europe et dans les colonies et montrer que le rêve automobile n'est plus inaccessible. Dès 1922, la croisière noire traverse le Sahara, preuve de la qualité des moteurs. Ce premier raid automobile est fortement relayé par la publicité. Citroën voit encore plus grand et met sur pied en 1931 la croisière jaune qui envoie voitures et savants jusqu'en Chine. La méthode Citroën devient un modèle pour les industriels hantés par la modernisation. Au début des années 20, l'Italie ne produit que 250 000 voitures par an, soit beaucoup moins que la France ou l'Allemagne. Fiat est pourtant l'un des premiers en Europe à imiter Ford. À Turin, il construit une usine gigantesque qui lui vaut d'être admiré puis très vite imité par ses concurrents. S'élançant du rez-de-chaussée, une rampe en spirale conduisait les voitures jusqu'à une piste d'essai située sur le toit. Giovanni Gobbi débutait à l'époque comme contremaître. Monsieur Agnelli allait souvent en Amérique avec le directeur de l'usine et le directeur de la production. À cette époque, ils étaient en bons termes avec Ford. Ils essayaient d'appliquer ici ce qui se faisait là-bas.
Au début, tout se faisait à la main. Les ouvriers faisaient tout à la main. Plus tard, ils ont motorisé la chaîne avec des trains. Tout comme en Amérique, l'ouvrier doit suivre la cadence de la chaîne. Giovanni Gobbi était chargé de cette surveillance. Un jour, mon supérieur m'a mis un chronomètre dans la main et m'a dit « Vas-y, dis-moi combien de temps il faut pour faire ce travail. » L'un des premiers que j'ai dû chronométrer était un homme qui aurait pu être mon grand-père. Il portait ce genre de moustache à la chinoise que les gens avaient à l'époque. Le pauvre homme travaillait dur et moi je n'étais qu'un gamin qui devait le chronométrer. C'était horrible. Je n'ai pas pu le faire et j'ai demandé un autre poste. L'Angleterre constitue un marché de choix pour les constructeurs automobiles car les habitants ont le plus haut revenu d'Europe. Ford ne s'y est pas trompé et dès 1912 y ouvre une usine. Quant à Morris, le premier constructeur anglais, il a installé des ateliers modernes à Cowley, près d'Oxford. Des presses géantes ont remplacé les marteaux des ouvriers spécialisés de chez Vulcan. Le bruit assourdissant des machines-outils donne la mesure du nouvel univers industriel qui s'installe. Cependant, chez Morris, les ouvriers ne travaillent pas encore à la chaîne. Ce sont eux qui se déplacent autour des voitures. Et à la différence des Américains qui bénéficient d'un salaire horaire fixe, les ouvriers anglais sont payés à la pièce, sans rémunération garantie. S'ils tombent en dessous des quantités établies, ils sont mis à l'amende. Dans le cas contraire, on leur accorde une prime. Plus on travaillait dur, plus on avait d'argent. J'étais en forme, costaud et j'en voulais. Je voulais aller là où on me donnerait le plus pour mon travail. J'étais comme tous les autres, j'étais là pour une seule chose, pour gagner de l'argent. En Europe comme en Amérique, les villes où s'installent les industries automobiles attirent travailleurs et capitaux. Des cités nouvelles apparaissent dans les banlieues d'Oxford, de Stuttgart, de Sochaux. On construisait des maisons tout autour d'Oxford, des résidences. La résidence Sunnyside, Florence Park et plein d'autres. Ce qui nous motivait, c'était d'avoir assez d'argent pour payer un acompte sur une maison. L'industrialisation de nouveaux secteurs par la généralisation du travail à la chaîne permet de relayer les industries lourdes traditionnelles qui sont en perte de vitesse et licencient. La société de consommation fait son apparition en Europe. Il ne s'agit plus seulement de voitures, mais de radios. Plus seulement de travail, mais de loisirs. This is the home of the radio gramophone. Hundreds of cabinets slowly moving on to completion. All components of the radio set are distributed by conveyors. We will just take a peep into the recording studio where Jack Hilton and his band are rehearsing. Les villes sont équipées en électricité et les maisons individuelles s'emplissent de produits de consommation de plus en plus souvent produits à la chaîne. La classe moyenne découvre l'électroménager. Aspirateur, fer à repasser, grille-pain et bientôt lave-linge allègent les tâches domestiques. Le confort de la famille n'est plus un privilège de riches.